Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Richard Struhl, le patron de Rezoneo, qui m'a été présenté au passage et je la remercie par Sophie Goyer. Merci Sophie. Bonjour Richard, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bonjour, Richard Struhl, patron de Rezoneo, comme tu dis. Très sommairement, je dirais que j'ai deux vies. J'ai passé à peu près 20 ans dans l'information financière et le marketing des logiciels financiers. Et puis j'ai basculé dans le web complètement par hasard en 92, donc il y a un bout de temps déjà. Et puis après le chemin s'est fait tout seul. J'ai eu la chance de passer sur des projets comme The Bank, qui étaient des projets où il y avait beaucoup de moyens pour tester tout un tas de trucs. Et voilà, jusqu'au moment où j'ai monté Rezoneo, que je pilote aujourd'hui depuis 13 ans. D'accord, donc 92, le web existait déjà ? Le web existait déjà, c'était vraiment le balbutiement. J'ai débarqué là-dedans complètement par hasard, puisque j'ai sympathisé avec un type qui était contrebassiste de jazz, et moi je cherchais un contrebassiste pour jouer avec moi. Et puis il m'a dit, écoute, il y a un truc absolument génial. Je connais un savant fou qui a une techno en tête, mais on sait pas piloter une boîte, on sait pas vendre, on sait pas tout ça, viens avec nous. Et donc j'ai basculé là-dedans. Moi j'avais même pas de modem dans mon PC à l'époque, c'est dire si j'étais très en avance. Je savais même pas ce que c'était qu'Internet. Enfin, j'étais complètement paumé là-dedans et j'ai basculé là-dedans grâce à ces gens-là. Vraiment au tout début du web. D'accord. Et du coup, raconte-nous un peu juste ta vie d'avant. Donc toi, tu as étudié où ? Tu viens d'où ? Moi, très sommairement, j'ai commencé à bosser très tôt et j'étais directeur de la communication relativement tôt dans l'informatique financière. D'accord. Et puis, je suis passé à peu près, en dehors de Bloomberg, je pense que je les ai tous faits. Reuters, Dow Jones, j'étais patron du marketing de Dow Jones en France. D'accord. J'ai fait tous ces gens-là qui fournissaient de l'information financière à des banquiers et à des agents de change. Et tu as étudié du commerce, de la communication ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je suis ingénieur et plutôt de background électronique. D'accord. Voilà. Et j'ai tout fait aux arts et métiers. Et puis après, j'ai testé 3-4 formations parce que quand on a l'habitude de la formation continue, on finit par y passer beaucoup de temps. Et tu finis comme ça dans la communication, dans la finance Complètement par hasard. D'accord. C'est-à-dire que je suis parti de l'électronique. Chez Reuters, ils cherchaient un électronicien. J'ai débarqué là-dedans dans la finance. Je savais pas ce que c'était qu'une action et une obligation. D'accord. Et puis il y a une boîte qui est venue me chasser là-dedans parce qu'ils cherchaient un ergonome de logiciel. J'en avais jamais fait non plus. Et j'ai débarqué là-dedans comme ça. Et puis de l'ergonomie des logiciels à la communication qui allait autour, puis au marketing qui allait autour, puis à un centre de profit parce que tant qu'à faire, autant essayer de vendre. Et c'était dans la gestion des risques bancaires. C'est drôle parce que c'est des logiciels qui étaient censés éviter des choses comme la crise des subprimes. Oui. Si ça fonctionnait, on n'aurait pas vécu la crise de 2008. Et puis ces gens-là m'ont envoyé à faire une espèce de master à Subdeco et c'est là que j'ai rencontré le contrebassiste en question. D'où la bascule dans le web. Puis alors la première boîte était une boîte qui faisait des jeux vidéo et qui faisait du e-learning. Alors du e-learning au tout début du web, avec la capacité à transmettre de l'image animée à haute vitesse pour faire des formations pour les gens d'agences de pub, pour les médias, à l'usage de Photoshop, de tous les logiciels de mise en page qui traînaient à l'époque. Et puis j'ai pris la direction commerciale et la DG d'une ou deux startups derrière, avant de rebasculer dans le monde financier pendant 3-4 ans. D'accord. Et là, LVMH est venu me chercher pour monter The Bank. D'accord. Donc ça, c'est assez drôle parce j'ai reçu plusieurs personnes sur ce podcast qui sont impliquées dans différentes choses, The Bank ou le e-learning aussi. Marc Fournier, notamment en 1992 ou 94, je sais pas, il faudra réécouter le podcast, je conseille vivement à ceux qui l'ont pas écouté de l'écouter, mais il s'est lancé vraiment dans l'apprentissage des langues déjà à l'époque, donc c'était vraiment, on sent dans les tout débuts d'Internet, l'apprentissage était quelque chose de
très prometteur déjà, ce qu'on voit qui existe toujours aujourd'hui avec les MOOC que je recommande moi vivement à chacun des employés de Cosa Vostra. Comment tu le vois toi ça aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que à l'époque, quand on montait une start-up sur le e-learning et qu'on allait lever des fonds, tous les gens qui avaient accès aux grosses études, les études disaient que c'était le marché du siècle, que ça peserait 250 milliards dans 3 semaines et que donc ça valait la peine d'investir. Donc c'était un marché qui était censé être ultra prometteur. Alors ça a très bien fonctionné, mais ça s'est quand même heurté aux limites de la technologie parce que à l'époque il y avait surtout des modems 56K et pas beaucoup de haut débit. Et puis surtout personne qui était connecté. Je veux dire enfin en 80... Et puis il y avait pas de connecté. Enfin il y avait personne pour acheter à l'autre bout du tuyau. Et ça s'est développé progressivement. Moi, quand j'ai quitté le milieu du e-learning, tout tournait autour des plateformes 360 et du fait de connecter les contenus à quelque chose qui permettait d'évaluer. Il y a eu beaucoup de gros projets à l'époque, dans les années fin des années 90 et début 2000, sur des plateformes de e-learning avec tout dedans et la capacité pour les gens d'évaluer leur pairs, de s'auto-évaluer et de faire du 360. Enfin voilà. D'accord. Et donc tu rejoins ton collègue bassiste, comment s'appelait-il? Jean-Christophe Bardin, je pense qu'il s'appelle toujours. Oui, c'est pour ça. Du coup, vous lancez dans quoi en 92? C'est 92, 93. Je suis pas très fort sur les dates, mais c'est vraiment le tout début, peu importe. Un truc qui s'appelait Artvisor et c'était de la formation aux arts graphiques. D'accord. Pour les médias et les agences de façon générale. Et là, tu quittes ton métier d'avant? Complètement. Pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui à l'époque, l'entrepreneuriat était peut-être pas aussi en vogue, etc. Peut-être. J'en sais rien, parce que l'opportunité s'est présentée, parce que ça me tentait, parce que j'avais envie de basculer sur un truc un peu nouveau, une conjonction de faits perso aussi, et ça tombait juste au bon moment. D'accord. Et voilà. Donc j'ai tenté l'expérience. Ok. Et vos premiers revenus là-dessus, c'est quoi? C'est quand? On a levé des fonds, on a signé pas mal de business, on a levé des fonds du CNC, du Centre National de la Cinématographie à l'époque. D'accord. Et puis on s'est planté parce que moi, quand j'ai débarqué là-dedans, un capital risqueur, je savais pas ce que c'était, ce que ça bouffait, de quelle couleur c'était. Enfin, pour moi, surtout, je veux dire, aujourd'hui, ça semblait. Il y en avait encore. Il y en avait déjà. Il y en avait, mais alors fallait aller lever les fonds aux États-Unis éventuellement. On a même fait l'exercice. Au demeurant, on n'était pas très expérimenté sur le sujet, et je pense qu'on s'y est pas forcément toujours très bien pris. Ça, c'est un premier point. Et puis, on a signé un contrat avec la région d'Amiens et l'université d'Amiens. Il y a eu un changement de majorité, il y a eu des élections qui sont passées par là, et le contrat a été annulé. D'accord. Et on s'est planté. Voilà. Donc, très rapidement? Ça a duré 14-15 mois quand même, et on a eu le temps de lever les fonds, de faire du chiffre d'affaires, enfin voilà, quelques millions de francs à l'époque de chiffre d'affaires. Et puis, on a raté. Mais je crois que c'est l'expérience la plus enrichissante de toute ma carrière professionnelle, parce que d'abord, c'est elle qui m'a fait basculer dans le web. Il n'y aurait pas de Raisonnéo sans ça aujourd'hui. Et puis parce que c'était sortir des grosses boîtes internationales dans lesquelles j'avais bossé jusque-là, sur lequel la responsabilité est tellement partagée, tellement diluée entre tellement de gens que la perception du monde du travail est très différente. Le fait de se retrouver dans un lieu un peu comme celui-ci, avec des tables en bois et pas cette espèce de philosophie de grosse boîte, ça changeait complètement la vie. Ce lieu que tu décris, c'est Cosa Vostra, je le précise. Ouais. Et du coup, en effet, on a des tables en bois, mais je précise qu'on n'a plus de tréteaux pour les tenir. On a quand même des vrais pieds désormais. Elles sont très belles. Je précise qu'elles sont très belles. Et du coup, non, c'est vrai que j'imagine que le changement est assez lourd. En plus. Non pas, je veux pas te faire passer pour un dinosaure, mais à l'époque, j'imagine que toute la littérature, l'accompagnement sur l'entrepreneuriat, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, t'as quand même un peu une partie découverte totale, sans filet, où tu pars un peu. La mythologie surtout est pas la même qu'aujourd'hui, et je me souviens que ce qui m'a frappé, la première fois qu'on m'a expliqué ce qu'était le capital risque, c'est que moi j'étais resté sur le fait, j'avais un père entrepreneur, et je sais que mon papa entrepreneur, il était allé voir un banquier pour faire un emprunt, pour financer un bureau, un truc, etc., etc. On allait voir un banquier, il vous faisait un prêt, vous lui deviez des intérêts. Mais les choses étaient assez directement corrélées
au business qui était généré par l'entreprise et à ce qu'on comptait faire. Et là, ce que j'ai vite compris, c'est qu'il y a des gens qui étaient prêts à miser des sommes qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que l'entreprise pouvait cracher. Enfin, ce qui a été à la base de la bulle Internet, ça, c'était un mode de raisonnement qui était complètement nouveau. J'ai mis quelques jours à comprendre comment ça fonctionnait parce que c'était complètement nouveau d'avoir des gens qui misaient sur l'avenir suffisamment pour investir des multiples absolument colossaux de la valeur d'une entreprise qui avait encore rien fait ou pas grand-chose, en partant du principe que ça vaudrait une petite fortune 2 ans plus tard et qu'ils pourraient la revendre une fortune 2 ans plus tard. Ça, c'était un raisonnement qui était résolument nouveau. Ce qui semble avec le recul quand même fou déjà à l'époque, parce que je répète que 92, il y avait quand même très peu de gens connectés sur le web. Il y a eu cette bulle donc 8-9 ans plus tard, où déjà il y avait par rapport à aujourd'hui très peu de personnes connectées, puis en bas débit. Et aujourd'hui, on revient dans un moment où il semble qu'il y a beaucoup d'argent pour financer ce genre d'entreprise et que pareil, on revient dans des multiples où certaines entreprises qui font un chiffre d'affaires très maigre, on va parler de 30, 40, 50, moins de 100 000 euros par an, mais qui ont une belle perspective, vont pouvoir lever 2 millions sur une valorisation générale de l'entreprise à 6, 7, 8, alors qu'elles font que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si tu ressens aujourd'hui je sais pas si c'est une bulle, mais en tout cas cette nouvelle vague. Il y a une boîte qui m'a frappé cette année, je sais plus comment il s'appelle, Motion Leap ou je ne sais pas trop quoi, qui en fait n'ont jamais sorti le moindre produit, qui ont levé des centaines de millions de dollars. Et l'exemple qui m'avait le plus frappé l'année dernière, c'était Uber, parce que Uber, la première année, je crois qu'ils ont fait 1 milliard de pertes pour 600 millions de chiffre d'affaires. Quand on est dans des situations comme celle-là, dans le business entre guillemets normal, n'importe quelle entreprise serait contrainte à fermer et on n'en parle plus. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de mettre des milliards sur la valeur de revente d'une boîte comme celle-là. Et puis quand on regarde la capitalisation des fameux GAFA, là, je crois que c'est 3 000 milliards de dollars. C'est quelque chose comme le PIB de l'Allemagne. C'est juste sur Uber, ce qui est fou, c'est qu'en effet il y a des pertes abyssales et à la fois il y a quand même un chiffre d'affaires et des usages qui grossissent. Il y a quand même des signaux qui montrent que en effet Uber est une société que les gens utilisent et utilisent de plus en plus. Donc on mise sur un avenir qui est pas forcément évident. On y croit, on n'y croit pas. Peut-être que c'est pas le sujet. Ce qui est assez fou aussi, je pense, c'est que certaines sociétés se font racheter alors qu'elles ont jamais fait sans un euro de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, moi, un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est la société Sunrise, et je salue Pierre Valade, notamment, qui l'a monté, qui s'est fait racheter par Microsoft. On évalue ça entre, alors c'est après, je crois pas que ce soit officiel, mais 50 et 100 millions de dollars. Et en effet, Sunrise, en termes d'usage, c'était une application de calendrier, donc on utilisait ce calendrier sur iPhone et sur Android, était nettement meilleur que toutes les autres applications de calendrier. Et moi, je l'ai utilisé. Une fois qu'on l'avait utilisé, on savait pas pourquoi c'était mieux, mais c'était nettement mieux. Et ces usages ont fait qu'ils se sont fait racheter, qui sont toujours chez Microsoft aujourd'hui, je crois. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est de se dire que tu te fais racheter pour 0 de chiffre d'affaires, quoi. Donc tout ça alimente aussi cette espèce d'appétit incroyable que peuvent avoir les investisseurs pour l'univers des startups. Je pense aussi qu'après, la machine, elle est tirée par le haut. C'est-à-dire que quand on sait comment fonctionne un fonds, au bout d'un moment, on leur donne une enveloppe qui dépend. C'est un peu comme l'armée qui fait tourner les camions pour avoir la même dotation l'année d'après. Ils vont charger le fonds. Une fois que le fonds il est chargé, il faut le dépenser sur quelque chose. Donc, il devient urgent de chercher des sociétés qui rentrent dans les purs. Donc, ça amorce la mécanique par le haut, en fait. Je pense qu'après, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais dans les élus en question, il y a des gens qui effectivement deviendront quelque chose. Il y a des gens qui sont rachetés juste parce que Microsoft, à une époque, il rachetait des flopées de start-up, d'une part parce que c'était un investissement qui était plus rentable que tous les investissements financiers qui étaient possibles sur le marché, donc tant qu'à faire, autant racheter des boîtes. Sur le lot, ils en rachetaient 100, il y en avait 2 qui émergeaient, et celle-là, elle valait la peine de faire quelque chose avec. Et puis surtout, ça stérilisait totalement la concurrence. Il n'y a pas que qui ont fait ça, hein, ou qui font ça, parce que tous les gros éléphants du web aujourd'hui font ça, rachètent des boîtes parce que ça stérilise la concurrence, et ça évite de voir des
des jeunes pousses disrupter un continuum qui aujourd'hui leur est extrêmement favorable. Ce que font très bien tous les GAFA, Facebook avec Instagram et WhatsApp par exemple. Alors ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui en ayant l'opportunité de parler avec toi, Richard, c'est que justement par rapport à tout ça, dans les derniers épisodes, j'ai pu parler, j'ai vraiment eu la chance de parler avec par exemple Christian Georges de Vestiaire Collective, qui eux ont levé presque 120 millions de dollars. J'ai eu l'occasion de parler, j'en parlais avec Marc Fournier de Serena Capital, qui lui investit et investit des centaines de millions d'euros dans des startups. Et toi, ton approche aujourd'hui, on va y venir, mais avec Raisonnéo, et que vous êtes à 100% propriétaire avec tes associés, je crois. Absolument. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on creuse un petit peu ça. J'ai déjà reçu quelques personnes qui avaient cette approche de dire on est finalement très bien chez soi. Et je trouve ça intéressant de pouvoir varier sans forcément porter de jugement de valeur, parce que je pense que certaines boîtes ont besoin de lever, certains investisseurs font des bonnes affaires en investissant, et certains entrepreneurs ont bien raison aussi de rester maîtres chez eux. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir les différentes approches pour moi et pour les personnes qui nous écoutent. Donc après, tu te fais chasser ou tu finis par travailler pour LVMH. Son fonds à l'époque, c'est ça, c'était EuropaTweb. Ouais. D'accord. EuropaTweb, qui était un des acteurs importants du financement des startups à la fin des années 90, début des années 2000. Hein. Donc sous l'impulsion de Bernard Arnault, qui était impliqué lui directement. Il était impliqué, mais il y avait surtout, je cherche son nom, le monsieur Barbu qui dirige un très gros fonds aujourd'hui et qui était dans David Chamboredon. D'accord, oui. Isaïe. Voilà, qui était très impliqué sur le dossier The Bank. D'accord. Et il y avait, alors aujourd'hui d'ailleurs. Et je crois que c'était dirigé par un monsieur qui s'appelait Sharam Bécharat. D'accord. Ok. Aujourd'hui, LVMH toujours impliqué sur l'investissement dans des startups par d'autres fonds dont on reparlera plus tard. Donc du coup, toi, tu es impliqué à quel moment sur The Bank ? Moi, je suis rentré en mai 2004 chez The Bank. Donc la boîte avait déjà été montée par Olivier de Montetti. D'accord. Et j'ai pris la direction du portail. Mai 2004 ? Moi, j'y suis rentré en mai 2004. La boîte avait été créée un tout petit peu avant. Je pense, c'était pas plutôt fin des années 90? Mai 2000, pardon. Mai 2000. 2000, oui. Mai 2000, autant pour moi. Je dis que j'étais pas très doué pour les dates. J'en suis sorti en mai 2000. Voilà. Mai 2000. Voilà, puisque j'avais bien en tête que 2004, c'était l'année de la création de Raisonnéo, donc je me suis dit, il est allé vite. Non. Ok. Autant pour moi. Donc, mai 2000, et The Bank, donc le principe, c'est Boursorama, enfin, d'ailleurs, que c'était pas le principe de Boursorama à l'époque, qui était plutôt de l'information financière, mais c'était une banque en ligne, quoi. C'était une banque en ligne avec un livret, avec des comptes courants. Et en fait, ce qui a sonné l'heure d'un rachat ensuite par les Anglais de Egg, c'est que LVMH a eu un certain nombre de revers, enfin EuropaTweb a essuyé un certain nombre de revers, ouais. Et Bernard Arnault a décidé de retirer ses billes en partie de ce dossier-là et de sortir en partie de ce dossier-là. Et ça a donc été revendu aux Anglais de Egg, qui était une banque en ligne qui avait à l'époque, je crois, 5 millions de clients en Angleterre, et qui est arrivé en France en disant, voilà, nous, on veut acheter des clients 100 € et on veut en faire 1 million la première année. Voilà. Et ce qui, pour moi, me paraissait très compliqué au regard de ce que faisaient des concurrents comme Sofinco ou CTLM sur le marché, qui étaient des gros éléphants de ce marché-là. J'ai donc passé 4 ans extrêmement intéressants là-dedans, parce que c'était, à un moment donné, The Bank était le deuxième investisseur du web. Egg était le deuxième investisseur du web derrière Renault. Donc, ce qui permettait quand même de faire des choses extrêmement intéressantes, de tester tout un tas de trucs. Et puis j'en suis donc parti en mai 2004 parce que je pensais que c'était très compliqué pour le marché français d'adopter un produit comme la carte Egg, qui était une carte de cashback à l'anglo-saxonne. Ouais. Donc on arrivait avec une marque étrangère, avec un produit qui était assez étranger à la mentalité du pays où ça s'implantait. Ça me paraissait un peu compliqué et je suis parti. Voilà, je suis parti et en fait je cherchais un job de directeur général dans le web quelque part, et pendant 3 semaines j'ai vu des chasseurs, pardon. Et puis il y a un des chasseurs au bout de 3 semaines qui m'a dit, écoutez, j'ai pas de poste pour quelqu'un comme vous, mais ce que vous me racontez sur la stratégie internet, ça m'interpelle. Est-ce que vous voulez bien le faire pour moi? Proposez-moi une mission de conseil et on le fait. Donc le lendemain j'ai ramené une proposition de conseil, le monsieur a signé, et en fait,
en un mois, j'avais engrangé 200 000 euros de business comme ça, mais que je ne savais pas livrer tout seul. Et il y avait des gens dans mes anciennes équipes chez EC qui m'ont dit, si un jour tu montes un business, on vient. Et progressivement, je les ai invités à bouffer un soir. Ils ont dit oui. Et on a monté une espèce de réseau d'indépendants. D'accord. Et puis au bout d'un peu plus d'un an, parce que moi je voulais que ce soit un actif industriel, parce que si un jour j'avais envie de m'arrêter, je voulais que ça vaille quelque chose, on en a fait une boîte. Voilà. Et il y a encore un certain nombre de fondateurs qui sont dans l'entreprise 13 ans après. D'accord. On a fait des sites internet au début, donc les gens qui... Attends, je vais revenir un peu juste pour ouais, faire une petite pause. Du coup, tu quittes Egg, donc oui, c'est vrai qu'on se souvient très bien de la marque parce que c'était en effet, on la voyait on jetait des chatons par les toits, partout, ouais, c'est on ça. s'était fait engueuler par Brigitte Bardot, etc. On jetait des nains. Et du coup, en effet, il y avait une très grosse notoriété. Et donc là-dessus, toi, tu signes 200 000 euros en un mois, quasiment malgré toi, quoi. Donc, en fait, j'exagère à peine, mais en tout cas, je me suis dit que l'histoire que je racontais tenait la route puisqu'il y avait des gens qui étaient prêts à l'acheter. Et c'était quoi cette histoire? C'est simplement que j'avais une vision assez transverse du web parce que on était quand même à une époque où les choses n'étaient pas encore complètement clarifiées sur l'ensemble des leviers d'attraction de trafic, où l'interaction entre le positionnement qu'on avait dans les moteurs, la qualité du site, l'expérience utilisateur, enfin toutes les composantes de tout ça, étaient pas encore très intégrées dans la tête des gens, ou même en termes de RH, les entreprises n'étaient pas vraiment structurées entre guillemets pour accepter le web tel qu'il était foutu. C'est-à-dire qu'il y avait souvent une dichotomie entre l'approche de la DSI et puis l'approche du marketing. Et puis le web, c'était au milieu des deux, mais on n'était pas encore aux histoires de transition digitale qui font qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut un digital officer et le problème est réglé. On est en plein dedans. Oui, c'est vrai. Mais tu après, peux faire la grimace, mais j'ai envie de te dire, quand je te dis on n'était pas prêt ou c'était pas réglé à l'époque, moi j'ai envie de te dire en 2017 c'est toujours pas réglé. Ça l'est pas forcément complètement, mais en tout cas à l'époque ça l'était pas du tout. Ouais. Et donc moi mon postulat c'est que ça valait la peine d'approcher les choses de façon transverse et de les approcher par le conseil, sachant que je savais rien faire d'autre. Donc le fond de la question pour moi c'était si tu as une belle boutique mais qu'elle est au fond d'une impasse, eh ben personne ne sait que tu as une belle boutique, donc tu n'auras pas de clients, donc tu finiras par fermer très très vite si tu mets pas des flyers sur les voitures à l'extérieur. Donc le fond de mes discours tenait juste à des choses de bon sens comme ça et au fait que les gens ne faisaient pas toujours le lien entre ce discours de bon sens quand on est dans la vie physique et le même discours quand on était dans ce monde virtuel. Donc je repose ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment aussi une image qu'on utilise ici à l'agence, hein, mais c'est que pour beaucoup de gens, quand on livre un site internet, on le pose, donc tu compares ça à une boutique, mais c'est ça, hein. Quand on crée une boutique, si je crée une boutique qui est au fond d'une impasse d'un village de 400 habitants, personne ne va passer devant. Et le boulot de beaucoup d'agences aujourd'hui, c'est de dire cette boutique, je vais te la poser sur les Champs-Élysées entre le Virgin et la Fnac. Et puis tu vas voir que là, en l'occurrence, il va y avoir beaucoup de passages et il y a des gens qui vont rentrer. Et après, à toi de faire en sorte que ta boutique soit bien gaulée pour que et que tes vendeurs soient bien armés pour que tu vendes des choses. Ou alors, je vais t'aider aussi à faire ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que quand tu livres un site internet, je sais pas si tu fais ça aujourd'hui, toi, si ça fait partie... On le fait plus. D'accord. On l'a fait pendant 2 ans au début de Raisonner. D'accord. Et quand tu livres un site internet, ce qu'on fait nous encore, hein, beaucoup de clients vont te dire 2-3 mois après, je comprends pas, j'ai pas fait de vente ou j'ai personne ou j'ai 8 personnes par jour qui passent. Oui, mais il faut prévoir toujours. C'est-à-dire que dans ton business plan, dans ton modèle économique, il faut prévoir que quand tu crées un site internet, au début, il va rien se passer. Personne n'attend ton site internet en se disant c'est génial. Voilà. Ça a pu exister un petit moment, des effets de référencement naturel un peu irrationnels. Ça n'existe plus. Et donc du coup, aujourd'hui, il faut savoir mettre cette boutique sur les Champs-Élysées. C'est un peu votre boulot aujourd'hui, je crois. Notre boulot, c'est de la mettre sur les Champs-Élysées, de faire savoir qu'elle est là. Et de mettre des flyers partout sur les voitures et de faire en sorte qu'il y ait du trafic qui vienne dedans. Et l'approche dès le départ, c'était de se dire que il faut que l'approche soit cohérente tout du long. Si on surpromet en amont, si les flyers ils stipulent une promo tout à 1 € et que le client en arrivant devant la vitrine, il se rend compte qu'en fait l'article à 1 €, il y en a
plus. Il y en a eu un et puis il y en a plus du tout. Non seulement il repartira sans article, mais il reviendra pas dans la boutique. Donc je reprécise, excuse-moi Richard, je te coupe, mais qu'on parle en imagé là, et que tout ça est à projeter dans l'univers du digital. Bien sûr. Que la boutique et les Champs-Élysées, c'est le Champs-Élysées, c'est la position numéro 1 sur Google quand on cherche, ou un passage lié par exemple aux réseaux sociaux. Donc il fallait qu'il y ait une cohérence entre les chemins d'accès à la boutique et la boutique elle-même. Et puis alors après, les fondements de Raisonnéo, c'est que d'une part, être sur le métier des grossistes, c'était stupide. Donc tous les métiers d'achat média qui à l'époque étaient des métiers au poids, si je t'achète 10 millions d'impressions, c'est combien? Si je t'en mets 20 millions, tu m'en mets un peu plus. Nous, on était tout petits, puisqu'au départ, on était 1. Et ça avait aucun sens d'aller sur les métiers de grossistes. Donc on a écarté tous ces métiers d'achat média de gros. Alors, je précise tout ce que tu dis. Les impressions et le métier de grossiste, c'est par exemple le display, le display, donc des bannières sur les sites internet, des choses très traditionnelles qu'on voit depuis le début d'internet, ou en tout cas depuis les années 2000. C'est-à-dire les bannières qu'on voit sur tous les sites, ça s'achetait par dizaines de millions, au poids, comme des spots télé. Exactement, comme les spots télé ou les impressions sur de la presse papier, on les achetait par dizaines de millions et on les revendait par millions, par exemple, et entre-temps, on prenait une commission. Absolument. Voilà. Donc nous, on s'est tout naturellement orienté vers les métiers qui nécessitaient de l'expertise. Et les métiers qui nécessitaient de l'expertise, au début, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ou quasi pas de réseaux sociaux. Ouais. C'était les moteurs de recherche. Donc ça nous a poussé tout naturellement vers les moteurs de recherche, à la fois sur le référencement naturel et sur le référencement payant. Et sur le conseil, ça nous a poussé tout naturellement vers la conversion, c'est-à-dire vers tout ce qui était l'analyse du trafic et le fait de faire venir des gens dans un site et de faire en sorte qu'ils repartent avec quelque chose, que ce soit du temps consommé quand on est sur un média ou que ce soit un produit quand on est chez un e-commerçant. L'objectif, c'était qu'ils repartent pas les mains vides et qu'ils deviennent des clients. Et donc tu parles de manière générale des moteurs de recherche. On est d'accord que Pondérance Google 90%. Hein. Voilà. Et vous travaillez quand même sur les autres, par curiosité? Bien sûr, on travaille sur les autres, notamment Bing, qui est maintenant Bing Yahoo, puisque tout ça a mergé. Ouais. On a travaillé aussi sur Yandex, quand ça, à l'occasion, sur le marché russe. On a même travaillé sur Seznam en République tchèque. D'accord. Pour des clients pour lesquels on gère de l'international depuis très longtemps, même si on le gère depuis la France. Donc il fallait intégrer ça puisque le moteur leader en Tchéquie, c'est Seznam. D'accord. Le moteur leader en Russie, alors encore que ça a peut-être évolué très récemment, c'est Yandex. Et derrière, il y avait un deuxième moteur qui s'appelait Rambler. D'accord. Tous ces trucs-là ressemblent à s'y méprendre à Google, mais c'est pas Google. Les critères de l'algorithme sont pas les mêmes. Et Seznam, à l'époque, ça ressemblait un peu à Shopping maintenant. D'accord. C'est-à-dire que c'était à la fois un comparateur et à la fois un moteur de recherche. Et puis l'achat dans Seznam il y a 10 ans, c'est moteur, c'est algorithme qui décide, mais on peut négocier. Donc c'était un peu particulier comme façon de gérer le sujet. Il y a, juste pour l'anecdote, il y a un article qui était sorti il y a 7-8 ans qui s'appelait de Far East et qui était un article sur la façon dont les agences russes géraient leur achat. Et il y avait des choses extrêmement étonnantes avec des contrats d'1 an, avec 2 ans de préavis de sortie, etc., etc. Donc c'était des marchés qui étaient un peu particuliers à l'époque. On reviendra sur les détails du coup de tous ces métiers. Quand vous créez donc tout ça, tu crées ce réseau d'indépendants. Donc toi, tu te crées une structure personnelle, c'est ça, une SARL, une SAS. Absolument. Voilà. Et tu en fait, fédères une SARL. D'accord. Et j'ai demandé à mon meilleur ami, qui est toujours que je connais depuis 45 ans et qui est toujours mon associé et qui est le DAF de Raisonnéo. D'accord. De prendre des parts dans la boîte parce que j'avais pas envie que ce soit une URL et j'avais envie d'être crédible vis-à-vis du monde extérieur, et puis aussi parce que j'avais besoin que quelqu'un fasse des factures, et puis aussi parce que je pense qu'on réussit pas tout seul. Fondamentalement, c'était un des fondements de mon raisonnement depuis le départ. On réussit pas tout seul, et quand mes équipes de chez Egg sont venues me rejoindre, il y a un moment où il y en a 2 qui sortaient réellement du lot et que j'ai associé à la boutique parce que je pensais que c'était important que la dynamique elle soit partagée, elle soit collective. C'est un point important ce que tu dis. Je pense qu'on réussit pas tout seul. Moi, j'en suis convaincu. Oui. Mais il y a toujours un peu ce côté
dans même le titre de ce podcast, Génération Do It Yourself, donc c'est vraiment le faire soi-même, mais dans le faire soi-même, il y a vraiment être capable d'impliquer soi-même un certain nombre de personnes autour. C'est clair. Et compter sur les autres, c'est vraiment une réussite tout seul. Même pour le pousser à l'extrême, je reprends Éric Bellion qui a fait le tour du monde en solitaire que j'ai eu la chance d'interroger. Il te dit dans cet échange que finalement toute l'équipe qui reste à quai, qui reste sur la terre ferme, c'est vraiment une équipe et que sans eux il ferait rien du tout quoi. Pour changer un safran brisé au milieu des mers du Sud, il est obligé de compter sur eux pour lui expliquer comment faire. Et du coup, vous travaillez en réseau pendant 1 an avant de créer Réseau-Néo. À peu près, ouais. À peu près. Et toi, t'embarques combien de personnes du coup sur le moment? 17 au départ, je crois. D'accord. Énorme. 17. Qui ont tous pas toutes quitté leur boulot comme ça. Non, mais assez rapidement puisque il y a plein de gens qui ont quitté Egg après dans la foulée. Mais on a fait presque 1 million d'euros la première année en partant de zéro. Et en fait, alors moi j'avais un certain nombre de convictions et qui allaient à l'encontre d'abord de tout ce qu'on m'a appris dans les centaines de cours de management qu'on m'avait filé dans les entreprises précédentes, qui allaient à l'encontre de tout ce qu'on m'avait dit de pas faire dans tous les postes de direction que j'avais occupés avant. Mais je me suis dit qu'après tout, si c'était ma boîte, peu importe, je faisais comme je voulais et que basta cosy, quoi. Le premier point, c'est que quand j'étais môme, j'ai beaucoup joué aux jeux de Donjons et Dragons. Et quand on fait du Donjons et Dragons, il y a un magicien, il y a un guerrier, il y a un elfe. Ils ont chacun des composantes et des pouvoirs. Tout le monde connaît maintenant très bien ça avec le Seigneur des Anneaux. À l'époque, c'était un peu moins propagé, mais le guerrier, c'est un gros balèze, il casse les portes, mais des fois la porte elle casse pas, faut un voleur pour l'ouvrir. Si on n'a pas de voleur, ça passera pas. Si on n'a pas de guerrier, ça passera pas, etc. Donc il était important pour moi de composer une équipe qui sache faire ce que je savais pas faire. Mmh. Et à la fois en termes de technique métier. Donc mes 2 associés, Olivier de Ségonzac est un gros costaud du référencement naturel, et Sébastien Broussois qui gère la partie acquisition est c'est une calculette avec des pattes qu'on peut mettre sur n'importe quel dispositif d'acquisition. Du moment qu'il y a un tableau Excel, il voit tout de suite la case dans laquelle le chiffre est pas bon. Voilà. Et aussi sur le plan humain, moi j'ai un fonctionnement très intuitif et très global, et lui il est très accroché au fonctionnement de détail. Sur lequel moi d'une part ça m'intéresse pas et en plus je suis pas bon là-dessus, donc ça me paraissait important qu'il y ait une composition faite avec des gens qui avaient des qualités complètement différentes. Ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est que le web est un métier où à l'époque il y avait vraiment pas de formation, donc je me foutais complètement de savoir quels étaient les diplômes des gens, d'où ils sortaient, ce qu'ils avaient fait avant. L'important, c'était que ça fonctionne. Pour l'anecdote, le premier référenceur qu'on a embauché dans la boutique, c'était un graphiste de manga franco-portugais avec Olivier de Ségonzac. Quand on allait sur le web, on voyait que ce gamin, il racontait des trucs qui tenaient la route sur le référencement naturel. On l'a appelé, on lui a offert un billet d'avion, on lui a demandé s'il voulait venir travailler avec nous. Il est revenu habiter en France et il est resté pendant plus de 10 ans. Voilà. Le premier salarié côté SIA, acquisition de mots-clés, c'est un ancien comptable. Alors je reprends les différents métiers, SEO, donc référencement naturel, voilà, Search Engine Optimization, donc c'est le référencement naturel. Ça veut dire que sur Google notamment et les autres moteurs de recherche, en tapant un mot-clé, je sais pas moi, agence digitale, eh bien je vais tomber sur Cosa Vostra en numéro 1. Malheureusement j'ai pas cette occurrence, tu vas m'aider, mais donc sans payer, c'est-à-dire que Google décide que la structure du site est appropriée pour remonter le plus haut possible dans les résultats. Exactement. Ou en interprétant ça aussi d'une autre manière, que la meilleure réponse par rapport à la requête Agence Digitale Paris, pour celui qui a tapé Agence Digitale Paris, la meilleure réponse ce serait causavostra.com. Absolument. Le SIA, donc Search Engine Acquisition. C'est aujourd'hui la partie payante. Donc l'idée c'est de dire le référencement payant. La même requête, c'est-à-dire en gros Agence Digitale Paris, et je vais tomber sur Cosa Vostra, mais Cosa Vostra a payé
pour être la plus visible possible. Exactement. C'est comme payer un panneau d'affichage dans la rue ou un spot télé. C'est du média. C'est du média. Je peux payer au clic, je peux payer au coût par 1000 impressions, je peux payer sous différentes manières. Alors, ça s'achète directement dans l'interface de Google. Ça se paye au clic. Et c'est aux enchères. La vraie innovation de Google et de Yahoo à l'époque, quand ils ont créé ça, c'est que ça s'achetait directement aux enchères, ce qui était assez disruptif par rapport à tout ce qui se faisait dans les médias auparavant. Donc ça, l'idée, c'est vraiment d'apparaître sur le mode recherche. Donc après, il y a plein de déclinaisons, le display par Google, le retargeting, remarketing, on pourra y revenir. Mais en gros, vos deux cœurs de métier à l'origine, c'est dire en naturel comme en payant, je vais aider mes clients à sortir en premier sur des occurrences. Donc si demain je vends par exemple des billets d'avion, eh bien vous allez aider vos clients à vendre un maximum de billets d'avion grâce à des recherches Google. Absolument. Voilà. Pas forcément d'ailleurs la mauvaise stratégie serait de dire d'être affiché le plus ou d'être l'objectif c'est vraiment l'objectif final, c'est de vendre le maximum de vendre. Donc il faut être affiché beaucoup mais être affiché au bon endroit, dans de bonnes conditions et que l'affichage ne coûte pas trop cher. Parce que si on paye plus cher d'affichage que ce qu'on va arriver à vendre au client final, on n'est pas rentable. En tout cas, le client final, lui, n'est pas rentable. Donc, notre métier, c'est ça. Alors, au départ, ça l'était uniquement sur les moteurs. Maintenant, on fait aussi beaucoup de displays. Parce qu'en fait, on a basculé au fur et à mesure sur tous les métiers qui devenaient de l'expertise. Donc, quand le retargeting est arrivé, le retargeting, pour mémoire, donc je vais faire le même travail de pédagogie que tu viens de faire, c'est le fait, sur la base des cookies qu'il y a dans le PC de l'utilisateur, de constater qu'il a été voir sur le site de la Redoute les canapés rouges. Et donc, c'est marqué dans le cookie. Quand il va retourner sur des sites qui sont partenaires de ce site-là, il va retrouver des propositions publicitaires pour des canapés rouges parce qu'on pense qu'il a un intérêt pour ce produit-là, donc on va lui en reproposer. Les leaders de ce type d'activité, alors Google en fait beaucoup, mais c'est surtout Criteo en France, qui est une des licornes françaises. Donc ces sociétés-là font que on peut recibler un utilisateur et lui reproposer quelque chose. Donc ça demande de l'expertise. Ce qui fait que quand on cherche un cadeau de Noël pour son conjoint, par exemple, on faut faire attention parce que si on a un ordinateur partagé, on peut voir ce cadeau se réafficher à multiples reprises. Exactement. Voilà. Et puis on est tombé aussi dans des métiers comme le RTB là. Donc le RTB, pour mémoire, c'est le display comme avant, sauf que les espaces publicitaires, les fameuses bannières, elles sont vendues aux enchères en trading direct entre le site qui affiche la publicité et les annonceurs qui sont derrière. Donc là encore, on a basculé d'un métier de grossiste à un métier d'expertise, puisque c'est un marché d'enchères, un marché qui est très technique, qui exige d'avoir beaucoup de connaissances. Donc on est rentré dans ces métiers-là au fur et à mesure qu'ils maturaient, parce que ça devenait des marchés d'experts. Et nous, on a un positionnement d'experts, pas de grossistes. Sachant qu'on est passé du coup avec tout ça d'un monde où en fait on faisait de la publicité en très gros sur par exemple du TF1 ou des gros médias comme ça pour essayer de toucher un maximum de personnes avec un message qui était le même pour tout le monde. Où aujourd'hui, votre rôle chez Resoneo, c'est de faire du ciblage. C'est de faire du ciblage et de dire tiens, telle personne, je sais pas, est à tel moment dans sa vie, elle va déménager, elle est enceinte, elle a eu un enfant, elle a eu un enfant, je vais lui vendre un berceau, ou elle va avoir un enfant, je vais lui vendre un berceau. Puis elle a acheté un berceau, donc je vais lui vendre des couches, et puis elle a acheté des couches, donc je vais lui vendre des etc. Et de cibler, ce qui est à la fois un peu flippant parce que on voit que derrière il y a des possibilités incroyables de cibler les gens, et à la fois aussi intéressant parce que on est peut-être moins pollué par des publicités qui nous concernent pas, si on veut le voir d'un autre angle. C'est clair. Alors, il y a beaucoup d'argusties en ce moment autour de ça, puisqu'il y a eu un développement massif des adblockers et que ça représente à peu près un filtrage de 25% des publicités. Ça veut dire que les régies publicitaires qui vendent ces pubs, elles ont perdu 25% de chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être anodin. Alors, c'est quand même les boîtes qui ont développé les plus gros adblockers, c'est quand même juste du racket organisé, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont eu filtré toutes les publicités, ils ont été voir les très gros, ils ont été voir Facebook, ils ont été voir Google, ils ont dit vous pouvez passer à condition de me faire un chèque. Pour l'adblocker, juste pour ceux qui connaissent pas, qui l'ont pas encore installé, c'est donc quelque chose qu'on installe sur un navigateur qui permet de bloquer toutes les publicités. Alors excuse-moi, de temps en temps je fais un peu et donc du coup je bloque des publicités, mais finalement je vais vendre à des gros du web le droit de passer quand même. Voilà. Et Apple de son côté, dans le dernier OS, l'iOS 11 qu'ils ont mis dans tous leurs appareils, a mis aussi une fonctionnalité.
Alors, dans un téléphone, il y a un système d'exploitation comme Windows dans un PC. En l'occurrence, dans les iPhones, il y a un iOS. Et l'iOS, le numéro, vous vous en foutez, mais le numéro, c'est le 11. Non, mais je dis cette saloperie, excusez-moi du terme, mais parce que c'est l'iOS 11 qui m'a fait passer sur OnePlus et sur Android, parce que c'était vraiment... Je crois qu'il y a un moment où ils sont tous en train de fermer leur monde, et Google, et Facebook, et Apple, etc. Et le mode de fermeture d'Apple, qui a raté son démarrage dans la pub complètement, c'est de se dire qu'après tout, ils feraient pas leur business dans la pub, mais dans tout ce qu'ils vendent dans l'App Store et au travers des dispositifs qu'ils vendent aux gens, sachant que les gens qui ont des iPhones, des iPads, etc., ont manifestement une appétence supérieure à la moyenne à l'achat en ligne. Chez la plupart de nos clients, on constate ça. Donc, en fait, ils ont stérilisé la pub. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de cookies dans les dispositifs des gens qui utilisent cet OS-là. Ça vire les cookies à 24 heures. Ça veut dire que ce dont on parlait tout à l'heure, vous reproposez le canapé rouge ou vous reproposez le cadeau de Saint-Valentin que vous n'avez pas acheté au premier coup, eh ben ça marche plus. Si pendant 24 heures seulement, ce qui est beaucoup trop court. Sur un iPhone. Voilà, sur un iPhone ou un iPad ou même un Mac quelconque avec l'iOS 11 dedans, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ce faisant, là encore, ils ont stérilisé un bon pan de marché et ils ont fermé leur univers aux publicités des autres. Alors c'est ce qui est intéressant dans ton business, parce que j'allais te demander quelle est la plus-value de Resoneo dans tout ça, et pourquoi vous êtes singulier, qu'est-ce qui fait la différence quand je vais bosser avec vous ou pas, et notamment là-dedans, c'est que ça évolue tout le temps. Donc le fait que finalement Apple fasse ce genre de choses, j'imagine que toi et tes experts, ça vous embête un petit peu, mais quelque part, ça fait aussi que vous êtes là un petit peu pour comprendre, réagir, contourner, et toujours être là pour être capable de distribuer à vos clients quelque chose qui va faire que ça fonctionne. Absolument. Moi, je suis parti d'un postulat, et je dis moi parce que je pense que c'était ma philosophie dès le départ. J'ai un client la dernière fois qui m'a dit, mais c'est pénible de vivre dans un univers comme le vôtre où les trucs changent toutes les 5 minutes. Parce qu'on venait de parler de cet iOS 11. Et je lui ai dit, justement, moi, ce qui est pénible pour moi, c'est de vivre dans un univers où les certitudes ne bougent jamais. Et le fait que ça bouge tout le temps, c'est génial, c'est passionnant. Alors après, c'est vecteur de tout un tas de galères. Ça oblige à changer son fusil d'épaule tout le temps. Ça veut dire que quelquefois, on dépense beaucoup d'énergie pour régler un problème qui n'existe plus 6 mois après, parce qu'il faut être conscient qu'on est dans un univers où il y a des éléphants, il y a 3 ou 4 éléphants qui dictent les règles de l'univers en question. Facebook, il y a 2 semaines, a décidé, enfin peut-être un peu plus que ça d'ailleurs, peut-être un mois, Facebook a décidé de basculer tous les posts gratuits des marques dans un fil à part qui s'appelle le fil Explore. Alors pour l'instant, ils l'ont fait que dans 4 pays, je crois qu'il y a la Malaisie, la Thaïlande, etc. Et puis la justification, c'est de dire que les posts gratuits des marques, ça vient polluer le fil de nos amis, et que donc il faut les mettre ailleurs et on ira les voir ailleurs. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les posts payants, eux, c'est pas une perturbation, mais les posts gratuits, c'est une perturbation. Donc, ils prennent une décision qui est très lourde de conséquences pour toutes les marques qui ont passé des années à se fabriquer des pages fans avec 5, 6, 7, 8 millions d'utilisateurs, des gens comme Ferrero, par exemple. Tous ces gens-là, ils ont accrété une énergie folle et mis beaucoup d'argent pour fabriquer une population de fans et les animer, une communauté, etc., etc. Si du jour au lendemain, le reach, c'est-à-dire le fait de pouvoir toucher tous ces gens-là quand on envoie un message, tombe à 0, ils ont consacré un temps et un argent fou pour un truc qui ne vaudra plus rien aujourd'hui. Donc, on est face à des éléphants. Quand Google prend des décisions sur la façon dont il va gérer tel ou tel pan de son activité, tous les gens qui sont en aval et qui sont tributaires du web peuvent être appelés à voir leur business soit grimper d'un coup, soit descendre d'un coup, parce qu'il y a une décision qui leur appartient pas. Et c'est, je crois, un des seuls marchés où on est comme ça, avec des fournisseurs qui quelque part sont le péage d'autoroute et qui peuvent changer les règles du jour au lendemain. Alors ce qui est très drôle, c'est que là, Trump, avec son annonce sur l'abrogation de la neutralité du net, les met, eux, en position d'être soumis au péage d'autoroute par les opérateurs Internet. C'est probablement une catastrophe pour la démocratie, mais ça les met, eux, dans une situation un peu délicate également, puisque les opérateurs Internet vont pouvoir appliquer une espèce d'Internet à 2 vitesses
avec un Internet pas très cher, mais pas très rapide et qui débite pas beaucoup de données pour les gens qui payent pas très cher. Et puis, un Internet haute vitesse pour les gens qui accepteront de faire des gros chèques pour pouvoir l'utiliser. Ce qui aujourd'hui donne un tollé dans beaucoup de milieux de puristes du web, même et de la liberté finalement, puisque l'idée c'est de dire plus tu payes, plus t'es rapide sur Internet. Alors ça va même au-delà de ça, je pense, parce que il y a un exemple, j'ai écrit une tribune il y a pas très longtemps, il y a un exemple qui a beaucoup circulé dans la presse et dans les échos entre autres, en admettant que la neutralité du web vienne en Europe, vienne en France. Un groupe comme Altis, le groupe de Patrick Drahi, ils ont racheté Next Radio BFM, ils ont racheté l'Express, ils ont un certain nombre de médias et ils ont SFR. Donc, si on suit le raisonnement, comme ces gros opérateurs peuvent faire ce qu'on appelle du zéro rating, c'est-à-dire vous dire à l'intérieur de votre abonnement, pendant 6 mois, vous avez 10 heures gratuits. Vous étiez abonné Spotify. Bah, vous allez basculer sur 10 heures puisque 10 heures est gratos. Si, en fonction du prix qu'on paye, SFR achemine rapidement ou moins rapidement l'information, bah, le monde qui n'est pas dans le groupe de Altis arrivera probablement beaucoup moins vite sur votre téléphone que l'Express. Ça veut dire qu'en termes d'opinion, il y a un moment où vous en aurez marre d'attendre les pages 5 secondes et quand vous aurez une nouvelle qui tombe sur l'accident de Mias, par exemple, vous irez d'abord voir celle de l'Express. Moralité, au bout d'un moment, ça induit une vision du monde qui est biaisée par les partenariats entre les médias et les opérateurs. Et je suis très content qu'on parle de ça ici parce que c'est des choses qui semblent assez techniques comme ça, mais qui sont ultra liberticides aujourd'hui, ou à un moment où en fait il faut être sensible à tout ça, la neutralité du net. Et pour tous ceux qui ne le sont pas, je vous invite vraiment à aller chercher un petit peu plus, parce que c'est des choses qui font que demain on aura donc cet Internet à 2 vitesses, si on en arrive là, qui fait que certains très gros, et les très gros seront encore plus gros, et les plus petits finiront par être totalement cornerisés, et donc il faut être très vigilant là-dessus, et je pense soutenir toutes les initiatives allant vers la neutralité du net. Obama est intervenu sur un truc qui s'appelle les Napoléons. Tout à fait. Qui est Radio France, un espèce de think tank de la maison de la radio, de communication, et où il disait que lui, il avait très peur de l'atteinte à la démocratie que constituaient les réseaux sociaux, parce que ils avaient tendance à nous pousser à visualiser des contenus qui étaient ceux qui étaient très similaires à ce qu'on avait vu avant déjà, et qui étaient très similaires à ce que nos amis aimaient bien, entre guillemets. Donc ça nous orientait, ça orientait la vision du monde. C'est déjà un premier cran dont des gens comme Elie Pariser parlent depuis très longtemps. Même Tim Berners-Lee, le monsieur qui a l'un des fondateurs du web, a dit il y a déjà 6-7 ans qu'il pensait que du fait de ça, la fenêtre ouverte sur le monde que constituait le web était en train de se refermer. Et si jamais la neutralité du net était battue en brèche, on arriverait à refermer encore plus la fenêtre, puisque selon que l'opérateur chez qui j'ai acheté mon forfait mobile est pote avec l'opérateur de l'autre côté de l'Atlantique, peu importe, il y en a 4, Comcast, Time Warner, etc. S'il y a des accords, s'il y a un média de l'autre côté qui a payé pour pouvoir être diffusé rapidement, il a payé à Verizon, mais moi, mon opérateur en France, il a un accord avec Comcast, j'aurai ce média-là lentement. Très concrètement, moi j'ai des enfants qui sont fans de basket, ils vont voir le matin les matchs de la NBA, ils vont voir les vidéos de YouTube. Déjà, il faut savoir que les gros comme YouTube et Facebook, ils ont ce qu'on appelle des CDN partout dans le monde, des Content Delivery Network, qui sont en gros des serveurs locaux qui font que quand je vais appeler ma vidéo des highlights des matchs de la nuit, comme c'est une vidéo qui est très populaire, elle sera en local. Alors, pour donner un ordre de grandeur, si j'appelle un contenu qui est en Amérique, il va mettre 400 millisecondes à traverser l'Atlantique à peu près. Alors que s'il est stocké dans un data center à Amsterdam, pour moi à Paris, il va me prendre entre 10 et 20 millisecondes à venir jusqu'à moi. Soit 20, 40 fois plus. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc déjà, les vidéos qui sont pas très populaires sont pas stockées localement, mais celles qui sont beaucoup consommées sont stockées localement. Donc mes enfants, ils auront leurs vidéos. En revanche, s'ils sont aussi fans d'un monsieur qui a fait son blog dans son coin, quelque chose comme la génération do it yourself et qui n'est pas un géant du web,
et qui va pas se payer un Content Delivery Network parce que c'est beaucoup trop cher, son contenu à lui, il mettra beaucoup plus de temps à arriver. Donc mes enfants qui sont pas très patients, c'est la génération de digital native, tout doit arriver tout de suite. Pendant 10 jours, 15 jours, ils vont essayer d'avoir les deux. Puis au bout d'un moment, ils en auront marre et ils n'iront voir que les vidéos YouTube parce qu'ils y accèdent rapidement. Donc l'usage fera qu'il va y avoir une désaffection pour tous les petits qui entrent et qui n'ont pas les moyens de s'acheter tout de suite un gros débit ou des centers locaux. Je voudrais faire deux remarques sur tout ce que tu viens de dire, une sur Obama et une autre sur cette neutralité. Si jamais on voulait, pour donner une image, remettre cette neutralité dans un autre pays, et qu'on prendrait, on prenait le Zimbabwe ou le Rwanda ou quelque chose comme ça et qu'on dit bon bah voilà, il y a des cercles d'influence ou des fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, qui sont proches du pouvoir, et puis ils vont dire tiens, tel journal ou tel média, bah je vais le faire passer plus facilement que les autres, et les autres ils vont être très lents. Ben, en regardant ça de l'extérieur, on se dit c'est quand même aberrant. Enfin, c'est une atteinte énorme à la démocratie dans ces pays. Ben, c'est ce qui pourrait arriver, c'est ce qui va arriver potentiellement aux États-Unis, et c'est ce qui pourrait arriver en Europe. Donc je le mets sur un autre pays et potentiellement africain, parce qu'on voit ça depuis la France de manière très suspicieuse, mais c'est vraiment là où on peut arriver en allant par là-bas. C'est comme ça que la Chine, dans le concret, a rejeté les envahisseurs américains à la mer. Parce que à une époque, Google avait acheté 5% de Baidu, où ils ont fini par les rendre et par s'en aller. En fait, il y a un livre très intéressant, je suis pas sûr du nom du journaliste, je crois que c'est Olivier Dufaux, mais le bouquin s'appelle Smart. C'est facile à retenir, comme la voiture, et où il explique l'usage et la façon dont le web est géré dans des pays qui n'ont pas les mêmes usages que nous. Et en fait, il explique qu'en Chine, l'une des raisons qui a fait qu'il y a beaucoup de sites américains qui sont repartis et qui ont abandonné la partie face aux e-commerçants chinois, par exemple, c'est que le pouvoir chinois avait très clairement verrouillé les opérateurs en disant une page Amazon, elle met 10 secondes, et une page Alibaba, elle met 1 seconde. Si moi j'ai besoin, je suis en Chine et j'ai besoin du cadeau de Noël de mon gosse, je vais essayer 2 fois avec Amazon parce qu'on m'a dit que c'était bien, je vais pas y arriver. La 3e fois, j'irai chez Alibaba et c'est terminé. Amazon a perdu un client. Et ils ont réussi à remettre tout le monde à la mer comme ça. Voilà. Très concrètement. Donc, vous faites votre avis sur la neutralité du web. Mais voilà. Pour revenir aussi à ce que tu disais sur Obama, c'est vrai que c'est toujours paradoxal aussi d'entendre ça de la bouche de Barack Obama, parce que, évidemment, les réseaux sociaux, alors, c'est ce qui a fait élire Trump, si on voit ça, après coup, mais c'est aussi ce qui a fait élire Obama à 2 reprises. C'est aussi sa maîtrise, des réseaux sociaux. Alors, la différence entre les 2 élections, c'est que il y a eu un biais externe, c'est-à-dire que le biais sur les élections d'Obama, il était plutôt interne, c'est-à-dire qu'il y a eu une bonne gestion des réseaux sociaux par Obama et son équipe sur ces 2 élections qui font qu'il a été élu. Or, on estime que sur la 3e élection, qui est celle de Trump, le biais vient de l'extérieur et potentiellement de la Russie, de gens qui sont venus interférer pour produire une masse incroyable de faux contenus, ce qu'on appelle les fake news, et pour le faire élire. Donc, ce qui fait que ça a biaisé les réseaux sociaux par un prestataire et potentiellement une puissance internationale externe. Alors, il y a même plus que ça, puisque, à prendre avec des pincettes, mais pour l'info que moi j'ai pu dégager de tout ce que j'ai investigué autour de ça, il y a un monsieur Monroe qui est un milliardaire très influent, et qui était pas mal derrière Steve Bannon, autant que je sache, qui a beaucoup utilisé la data pour donner à Trump des pistes sur les États où il était primordial de communiquer en priorité parce qu'il avait une chance de passer, etc., etc. Et ça aurait, semble-t-il, influencé considérablement le résultat des élections. Et on en parlait tout à l'heure. Moi, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Zéro. Oui. de Mark Ellsberg, E-L-S-B-E-R-G, qui imagine une espèce de GAFA, quoi, qui achète les données des gens. Vous pouvez monnayer vos données personnelles, y compris les données sur votre fréquence cardiaque qui viennent de votre montre, y compris tout ce que vous pouvez, les données de votre caddie d'achat, et sur la base de ces données-là, vous donne des espèces de sous. C'est pas des bitcoins, mais des espèces de sous que vous pouvez dépenser pour acheter des applis qui vous donnent des conseils et qui orientent votre vie. Et en fait, à l'arrivée de ce bouquin, on se rend compte que ça peut même orienter votre vote
dans le cas d'élections. Je vous fais grâce des détails entre les deux, sinon après ce sera pas sympa de lire le bouquin. Sachez juste qu'il y a beaucoup de suspense et que ça tourne mal, mais c'est assez indicatif de phénomènes qui sont vraiment réels par rapport à ce qu'on peut faire avec la data. Et il semblerait que l'orientation des élections de Trump ait été entre autres faite comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais dans un avion pour San Francisco la nuit de l'élection de Trump, que quand je suis parti de Paris, il était en mauvaise position en Pennsylvanie, et que quand j'ai atterri à San Francisco, parce que j'avais rendez-vous avec Google, j'étais dans l'Amérique de Trump, et ça m'a fait tout drôle. Voilà. Et c'est intéressant de voir tout ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de tout ça et sous ton prisme. C'est-à-dire que toi, depuis 2004, peut-être un peu avant chez Egg, mais finalement, ton boulot, c'est quand même de transformer des intentions en actions. Donc, on n'est pas loin de ce business. Je veux dire, tu aurais tu l'aurais peut-être pas fait par éthique, mais tu serais mandaté pour dire je dois transformer des votants en voteurs ou des j'imagine que je le ferai pas. Oui, voilà, mais je veux dire ton boulot, ton business, c'est de dire j'analyse des comportements, de la data, des gens et je vais essayer de les emmener. Alors tu vas peut-être pouvoir nous citer quelques-uns de tes clients, mais de les emmener vers une volonté. Bon, il y en a un tel qui veut acheter une voiture. Comment je l'emmène pour acheter plutôt une Volkswagen qu'une Renault, ou l'inverse. Comment je réussis à capter un certain nombre de signaux pour les transformer en actions. Les actions pouvant être remplir un formulaire, acheter en ligne, racheter en ligne, etc., etc. Alors, on a même fait plus que ça, parce qu'il y a 8 ans, ça doit faire 8-9 ans, on a monté une activité de réputation en ligne qui était basée sur l'usage du référencement naturel à l'envers, entre guillemets. Puisque on peut pas faire disparaître un contenu dans Google, mais on peut faire en sorte qu'il descende le plus bas possible dans les résultats pour ne pas être visible là où il est dérangeant. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus, mais pour répondre à ta question sur on pourrait transformer du flooding, je crois, c'est ça. Donc, on pourrait transformer en action un certain nombre d'intentions de faire des choses, sauf que après la limite c'est l'éthique. Nous on a refusé de bosser pour tout un tas de gens, y compris sur un ou deux gros scandales médiatiques, parce que je considère que par exemple des gens qui ont tué des gens sans jeu de mots, pour moi, ils sont pas éligibles à ce qu'on fasse ce genre de travail parce qu'on a vu débarquer tout un tas de trucs. Donc, je citerai pas de clients, je citerai pas d'exemples, mais la limite, c'est l'éthique personnelle qu'on peut avoir. Alors revenons rapidement on pourrait continuer ce débat que je trouve passionnant, qui est très technique et on le fera sans doute avec un peu de chance. Revenons rapidement à Rezoneo. 4 associés, je crois, 17 personnes, tu nous dis très rapidement. Oui. Donc les 4 associés, on les a cités finalement tout à l'heure. Il y a eu Sébastien. Il en manque un. Il y a Stéphane Philippot. D'accord. Alors ça, c'était... Oui, tu en as parlé. C'est le DAF, mais c'était ton meilleur ami. Depuis 45 ans. Voilà, c'est celui dont tu as parlé. C'est pour ça que je dis qu'on les a cités, mais donc Sébastien Broussois, Olivier de Segonzac, Stéphane Philippot et toi. Donc vous créez Rezoneo. La répartition, vous en parlez, c'est comment du capital, je veux dire, c'est quelque chose qui est public. Non, c'est pas public, mais la répartition, elle s'est faite assez naturellement. Je leur ai donné des actions de l'entreprise parce que je pensais que c'était des gens qui étaient importants pour l'organisation. D'accord. Et le point important pour moi, c'était garder quand même le contrôle de la boîte, parce que aujourd'hui, 13 ans après, ce qui est certain, et on a fait encore une réunion stratégique il y a 2 ans où on voulait être sûr qu'on était aligné sur les valeurs de la boîte et la façon dont on la voyait et les postulats qui avaient procédé à sa création. Au départ, on pouvait pas en être sûr, on n'en était pas certain. Moi, j'en avais la conviction très très forte, sinon je l'aurais pas fait. Les postulats, c'était que la boîte, elle était là pour nous faire vivre et pas nous pour faire vivre la boîte. Donc le postulat de base, c'est qu'on essayait, et pour nous et pour les gens qui travaillaient pour nous, de maintenir un équilibre vie privée, vie professionnelle. D'accord. Donc les gosses s'agrandissent toujours trop vite. Voir nos gosses, c'était plus important que d'être milliardaire, par exemple. Donc, d'accord. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des gens qui revendent leur boîte 100 millions d'euros avec très peu de business dedans, etc., etc. Notre moteur n'a jamais été l'argent pour l'argent, et ça l'est
toujours pas 13 ans après. D'accord. On s'en fout. Donc on a eu un nombre incalculable de propositions de rachat qu'on a déclinées extrêmement poliment et on n'a pas non plus cherché à lever des fonds pour avoir un effet de levier colossal, aller se développer à l'étranger, etc., parce qu'il faudrait être dans les avions et qu'on verrait moins nos enfants. L'objectif depuis le départ, c'est que la boîte nous permette tous, et quand je dis tous, c'est pas seulement les associés, c'est aussi les gens qui travaillent dedans, d'avoir envie de venir le matin, d'être bien dedans et de pouvoir vivre correctement. Et quand je dis correctement, c'est pas uniquement au plan financier, c'est aussi au plan humain. Ça explique aussi qu'on n'a jamais fait de croissance externe, parce qu'une croissance externe, ça veut dire qu'on se retrouve avec 2 comptables, 2 directeurs ceci, 2 directeurs cela, qu'il faut les virer. Donc croissance externe, c'est le rachat d'une entreprise. Hein, donc on n'a jamais fait de rachat d'entreprise pour cette raison-là aussi, parce que l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est pas d'être les plus gros du monde. On s'en fiche. L'objectif, c'est d'avoir un taux de croissance qui nous permette de flotter sur la mer plus haut que la moyenne de la mer. Et effectivement, on a un taux de croissance de 15 à 20% par an qui nous convient très très bien. Ce qui est énorme quand même. D'être rentable. Après, oui, d'accord. Vous avez toujours été rentable ? Ouais, du jour 1. D'accord. De bien vivre et d'être dépendant de personne. C'est quoi un bon ratio de rentabilité chez Resoneo ? Si on est entre 15 et 20% de rentabilité, on est ravi. Ce qui est élevé, mais relativement standard dans l'industrie. C'est relativement faible par rapport aux grosses agences médias. C'est ça, ce que j'allais dire. Chez les publicistes, on va être plutôt à 25. Mais c'est correct. 15% par exemple, c'est correct dans des boîtes de typologie de la nôtre. Peut-être, on est peut-être un peu en dessous de la rentabilité parce que moyenne du secteur, parce que on ne pousse pas du tout, on pousse pas du tout les feux, on met pas de pression. Chez nous, il n'y a pas vraiment d'horaire, à condition que le boulot soit fait, par exemple. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont constitutifs à la fois de l'ambiance de la boutique et de la façon dont elle travaille, qui font que on pourrait sûrement être un peu plus rentable. Il y a sûrement des boîtes qui sont un peu plus rentables en collant un peu plus les gens en taquet, en consacrant moins de temps aux clients. Nous, ça ne nous intéresse pas. Quand tu dis il n'y a pas d'horaire, par exemple, il n'y a pas d'horaire. Je veux dire, le mec qui arrive à 10h parce que c'est compliqué pour lui de déposer son gosse à l'école, il arrive à 10h. Le type qui doit partir à 4h30 parce que il doit ramasser son gosse à l'école, il part à 4h30. Ce qui m'importe, c'est que les gens soient clean et honnêtes et que ce soit pas le même qui arrive à 10h et parte à 4h30. C'est ce que je veux dire. S'il y en a un qui fait midi 14h30 tous les jours, voilà, c'est ça. Et sur 80 personnes, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui abusent du système. Il y a toujours des gens qui tirent un peu sur la corde. Plus on s'éloigne du noyau d'origine dans une start-up, parce qu'à 80, on n'est plus une start-up aujourd'hui. Enfin, on n'est plus une start-up. Ça dépend de la définition qu'on met sur une start-up, mais plus on s'éloigne du noyau d'origine, et plus c'est difficile d'être certain d'avoir des gens qui sont tous dans la même dynamique. Enfin, tout ça bouge beaucoup, mais l'important pour moi, c'est l'honnêteté et la transparence. Il y a un certain nombre de valeurs qui étaient présentes dès le départ et que je ferai jamais bouger. Le jour où ces trucs-là bougeront, je vendrai Resoneo. Et j'irai faire autre chose, j'irai planter des choux. C'est que moi j'ai toujours eu la conviction qu'on voit beaucoup plus la tronche des gens avec qui on travaille que celle de nos conjoints et de nos enfants. On y passe 8-10 heures par jour des fois. Donc si c'est pour voir des gens qu'on n'a pas envie de voir, vivre dans des tensions permanentes, dans des conflits permanents, etc., c'est juste une aberration, une ineptie. Donc le postulat, c'est qu'on veut pas vivre comme ça. Et ça impulse beaucoup de choses dans la façon de gérer la boutique. Le deuxième point, c'est que, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens sont... nous, on a très très peu de gens finalement qui sont, sauf les très récents, qui sont issus de formation au web. Ils sont pas issus de formation au web parce qu'au début, il n'y avait pas de formation au web et qu'en fait, la curiosité intellectuelle et un certain nombre de qualités humaines, etc., font qu'il y a des gens avec qui on a envie de bosser le matin, il y a des gens avec qui on n'a pas envie, et puis il y a des gens qui sont confortables avec un mode d'organisation et d'autres pas. Sachant que le web est tellement nouveau, même si toi, tu traînes tes guêtres depuis un bout de temps dans le business, je veux dire, et ça change tellement. Surtout alors dans tes métiers, mais pas plus qu'ailleurs, dans tous les métiers du web, mais que de toute façon quand tu as été formé en 2010 au web,
t'es complètement périmé en 2017. C'est clair. Si t'es pas rentré tu dans te remets pas à jour, Exactement. c'est terminé. En 2017, c'est fini. Je prends l'exemple de tout ce qui est référencement naturel. Il y a des mises à jour des algorithmes de Google tous les ans. Tous les ans, presque tous les jours, on pourrait dire, mais en tout cas des très grosses mises à jour assez fréquentes et qui font que finalement, quand tu connais le référencement naturel, eh bien du jour au lendemain, tu peux ne plus le connaître. Il faut tout réapprendre. Et la qualité d'un collaborateur dans nos métiers, c'est principalement d'être capable de réapprendre en permanence tout ça. C'est clair. Et je dis d'un collaborateur, mais d'un dirigeant aussi. Tu te l'appliques, ça, toi? Oui, moi j'ai gardé 2 ou 3 clients en direct. Comme ça m'oblige à ne pas devenir un con de porteur de mallette. Voilà. Donc ça m'oblige à rester en contact avec le terrain. Ça m'oblige à être en contact avec la réalité opérationnelle et pas uniquement avec l'espèce de vision qu'on peut en avoir quand on envoie les troupes au front et que voilà. Et comment tu progresses encore aujourd'hui? Moi, à titre perso ou la boîte? D'abord, je lis beaucoup. Pas parce que je suis forcé, mais parce que j'adore ça. Et puis ensuite, c'est juste la curiosité naturelle. Moi, j'aime bien comprendre comment marchent les machines. Donc, si je comprends pas comment marche un truc, ça me frustre un petit peu. Tu lis quoi? Je lis à la fois beaucoup de BD. D'accord. Je vous conseille Bug qui vient de sortir, qui est une BD sur ce qui se passerait s'il y avait plus du tout de data dans le monde. Bug, BUG. BUG. Je vous conseille Ces jours qui disparaissent, qui sont un truc absolument génial, qui est sorti très récemment et que tout le monde s'arrache pour faire des scénarios et des films alors qu'il est sur la place de Paris. Et Les Vieux Fourneaux, et je sais qu'il va y avoir un film sur Les Vieux Fourneaux, qui est c'est les fils spirituels de Michel Audiard. Voilà. D'accord. Donc je lis beaucoup de BD, je lis beaucoup de bouquins que je qualifierais de... je sais pas comment il faut les qualifier, mais par exemple la guerre des intelligences là dont on parle beaucoup là de Laurent Alexandre, ça fait partie des bouquins sur lesquels il y a beaucoup d'idées intéressantes de brasser. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille Sapiens, une brève histoire de... Que je recommande les deux vivement. Ah ouais, c'est juste top. Et il en a sorti un deuxième qui est une brève histoire du futur qui s'appelle Homo Deus. Voilà, c'est des gens qui brassent des idées et parfois des idées un peu iconoclastes. Donc j'adore lire des gens comme ça et beaucoup de romans parce que ce que j'ai constaté, c'est que en tant que dirigeant, tu as besoin de créativité. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et que quand tu lis que des bouquins techniques et que tu brasses que des idées, et ben, moi, personnellement, ça finit par m'assécher. Donc, j'ai besoin de lire des choses qui sont de pure fiction pour reprendre quelque chose qui est un raisonnement créatif et pas un raisonnement analytique. Sachant que parmi les bouquins que moi j'ai pu offrir récemment, La guerre des intelligences de Laurent Alexandre, Sapiens et Homo Deus, donc de Yuval Noah Harari, sont vraiment des bouquins qui à la fois sont pas business, sont vraiment accessibles, je pense, à tous, mais donnent énormément d'inspiration potentiellement sur le business, sur la compréhension des choses, les évolutions des choses en ce moment. Avant de venir sur quelques petites questions concernant d'autres questions en plus de la lecture, je voudrais que tu nous expliques comment t'as fait progresser Raisonnéo de 4 associés, 17 personnes à 80, peut-être en quelques phrases, mais c'est quoi tes secrets sur tout ça? Je sais pas si c'est un secret. En tout cas, il y avait un postulat très fort. Ça doit faire 7 ans, je pense, 7-8 ans. On a eu la première crise de croissance. On est 40, 45. On peut plus piloter tout le monde en direct. On a de plus en plus les bras chargés avec les 3 autres associés. Ça devient un peu compliqué. Et on s'est payé un audit RH par un monsieur qui est venu, qui était très bien s'auto-rapport, qui est venu, qui a fait passer un logiciel où on répond à des dizaines de questions et après il nous donne le type de manager qu'on est et comment il faut qu'on s'organise derrière. C'était bien, cet audit? C'était pas mal. Est-ce qu'on le recommande? Est-ce que tu veux donner son nom? Oui, c'est quelqu'un de très bien et juste parce que je cherche, c'est Éric de Rochefort. D'accord, très bien. Voilà. En l'occurrence, les conclusions, il y avait 3 axes d'analyse pour les managers qui étaient l'argent, le pouvoir, la construction. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, bon, il y a une anomalie, parce que tu as la construction à 100, le pouvoir à 0 et l'argent à 0. Et il dit, la mauvaise nouvelle, c'est que tes associés sont pareils que toi. Donc, probablement, vous avez embauché en dessous des gens qui sont pareils que vous. Et donc, en réalité, vous n'avez pas de vrai manager dans cette maison, censément. Donc, vous avez 2 choix. Soit vous prenez des gens de vos métiers et vous leur apprenez à manager. Soit vous embauchez des managers de l'extérieur
Et puis, vous leur apprenez le métier. Voilà. Donc, un des premiers éléments constitutifs, c'est que moi, la seule matière, et je pense que tu me contrediras pas, la seule vraie matière qu'on ait dans une boîte, c'est les gens. C'est-à-dire, dans les boîtes comme les nôtres, on vend du temps de cerveau. C'est les gens qui ont de la valeur. C'est pas nos ordinateurs, c'est pas les 3 tables et les 3 bureaux qu'on a, c'est les gens. Et donc on a parié sur les gens et ça a fonctionné puisque alors avec des difficultés à faire grandir la chrysalide, avec tout ce qu'on veut, mais le premier postulat c'était ça. On pariait sur les gens qu'on avait. Et le deuxième postulat, avant d'aller sur, c'est très important ce que tu dis. Je pense pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit des gens qui sont de la prestation de service, qui vendent de la prestation de service, ou pour d'autres qui en achètent, faut bien réfléchir. Quand on prend une agence, que ce soit Raisonné ou que ce soit Cosa Vostra, sur différents, ou des consultants ou des choses comme ça, pas cher. Parce que il y a quand même un truc, c'est que il y a un adage en anglais qui dit you pay peanuts, you get monkeys. Si tu payes avec des cacahuètes, tu récoltes des singes. Et en fait, pour avoir des gens qui sont extrêmement bons, efficaces, efficients dans une société comme Raisonné ou comme Cosa Vostra, il faut les payer cher, relativement cher et bien, parce que sinon ils vont ailleurs, et que même si on est sympa, même si on leur donne des super conditions de travail, même si on les laisse travailler plus ou moins comme ils veulent, il y a un moment où ces gens-là, s'ils ont 1000 € par mois de plus ailleurs, ils vont ailleurs et ils ont probablement tout à fait raison. Et donc du coup, à un moment, quand on choisit que des prestataires pour des raisons de prix, on a une prestation qui est moins bien parce qu'elle est faite par des gens qui sont moins motivés, moins intelligents, moins performants, et voilà. Donc je ne fais que plus soyer ton premier point, et soit je te laisse rebondir là-dessus, soit aller directement sur ton deuxième. Ce qui allait avec ça, c'est qu'on s'est demandé comment on organisait les gens, parce que depuis le départ, alors moi, un des postulats de création au départ, pour avoir vécu dans des grosses boîtes, quand il y avait une réunion, il fallait 10 personnes dans la réunion, parce que si la technique y était, le marketing devait y être, si le marketing y était, le commerce devait y être, si le commerce y était, etc., et on perdait un temps colossal. C'est que je me suis dit qu'il fallait pas faire ça, et en fait personne ne se pointe dans mon bureau pour avoir le poste du mec d'à côté, parce qu'il l'a déjà. Il y avait les associés et des consultants. Et après, on a mis des managers intermédiaires, mais encore à l'heure qu'il est, au bout de 13 ans, on n'a pas de directeur marketing, on n'a pas de directeur technique, on n'a pas de. L'organisation est restée, en termes de hiérarchie, assez horizontale et polyvalente. Ça, c'est un premier point. Et quand on s'est dit, mais comment on organise, si on forme ces gens-là à devenir des managers, autour de quoi on les centralise? Alors je sais pas si vous avez déjà fait ça, puis c'est difficile à entendre, il faudrait le visualiser. Mais en fait, moi quand je fais de l'audit strat, je prends mes notes en faisant des patatoïdes là en mind mapping avec un thème, et puis j'organise ça autour des thèmes. Et quand on regarde ensuite sa page, on se rend compte que si au cours d'un entretien de 2 heures, on a eu beaucoup de sujets autour d'un des patatoïdes, c'est probablement le problème le plus important, et on le voit même visuellement. Et donc quand on a fait ce travail d'audit RH, on s'est rendu compte là où on avait un sujet à traiter qui était important, et c'était le mot client. Il y avait le mot client qui clignotait dans la page. Et on s'est dit, plutôt que d'organiser des équipes qui deviendront vite des baronnies, on a organisé des pôles clients avec des ressources interchangeables, ce qui était et ce qui a tenu dans l'essence de l'organisation est toujours comme ça. Et les référents, les gens qu'on collait en management intermédiaire, étaient des gens qui étaient responsables de pôle client. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas responsables d'une équipe, mais des ressources qui traitaient un certain nombre de projets pour un certain nombre de clients. Et ça pouvait être interchangeable en dessous. Donc tu avais par exemple un responsable de pôle client qui va gérer tel gros client, je sais pas, donne-moi un nom. Je sais pas, Auchan par exemple. Auchan, voilà. Et lui, il est interface client, et derrière, il utilise des équipes qui sont transverses, qui travaillent sur plusieurs types de clients, mais qui travaillent pas que avec lui. Voilà. C'est ça. Et lui, son boulot, c'est de faire en sorte que le travail soit bien délivré pour Auchan, peu importe quels efforts et quelles équipes il utilise à l'intérieur de Raisonné. Absolument. L'autre postulat, c'est que si on veut vendre une prestation qui a un certain prix, il faut qu'elle ait une certaine qualité. Pour qu'elle ait une certaine qualité, il n'y a pas de mystère, il faut y consacrer du temps. Il faut que les gens soient suffisamment seniors pour délivrer une prestation de qualité. Donc nous, on n'a quasi pas de stagiaires, on en a très très peu.
Donc on fait pas ce que font un certain nombre de gens sur le marché qui consiste à vendre un senior et faire livrer par un stagiaire. On a très très peu de stagiaires et surtout ils ont du temps. Ils ont pas 50 comptes chacun, ce que j'ai déjà vu sur le marché. Ils ont 3, 4, 5 comptes, ce qui leur permet de consacrer du temps à chaque client. Et il y a une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que si on délivre une qualité qui est à peu près correcte, en tout cas on le souhaite, et ben on obtient de la recommandation positive, oui, d'une part, et puis on obtient pour les gens la fierté du boulot qu'ils font. Moi, j'ai eu des gens en entretien d'embauche qui m'ont dit je quitte la boîte où je suis parce qu'on me laisse pas le temps de travailler correctement sur mes clients et je me fais engueuler après et j'ai pas envie parce que je suis pas fier du travail que je fais. D'accord. Donc on est parti sur cette base-là et la conséquence logique de ça, c'est qu'en fait on n'a pas de commerce. Raisonnéo n'a pas de commerce. Alors avant, je disais même qu'on n'avait pas de commerciaux. Maintenant, on a 3 personnes et demie qui travaillent sur le commerce, mais uniquement sur la recommandation. On filtre les demandes entrantes et on est uniquement sur commerce entrant. Ça a beaucoup de conséquences dans l'organisation parce qu'un commercial qui est à la partie variable et qui doit vendre un maximum, il est capable de vendre des trucs qu'on n'est pas capable de livrer parce que c'est toujours un client de plus. Chez nous, ça peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de commerciaux dédiés à ça. Les gens qui vendent sont appelés de temps en temps à livrer aussi, donc et même de façon régulière à livrer aussi. Donc ils vendront pas un truc qu'on peut pas livrer parce qu'ils savent que ce serait pas positif pour eux. Le profil des gens qui gèrent le commerce, c'est pas le même parce que moi j'ai géré des armées de commerciaux dans des vies antérieures avec des dents qui rayaient le parquet. On n'en a pas des comme ça chez nous parce que ça ne sert à rien. Donc c'est une politique de ce qu'on appelle d'inbound marketing aussi. Absolument. Donc par d'une part le contenu que vous allez générer, la notoriété que vous allez créer en ligne et aussi la recommandation de vos propres clients. C'est la recommandation de nos clients qui nous fait vivre, ce qui fait que moi je pensais que ça vivrait encore quand on était 10, que ça vivrait jusqu'à 20, 20 jusqu'à 30, 30 jusqu'à 40. On est 80 aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Et vous répondez assez peu aux appels d'offres, tu me disais aussi. Alors non, on répond aux appels d'offres. En revanche, on n'a pas d'équipe de chasse qui va regarder tous les appels d'offres qui sortent sur le marché et surtout on passe beaucoup de temps à qualifier si le compte en question on est apte à répondre correctement ou pas. D'accord. Toujours dans la même logique. Si j'essaye absolument de choper un appel d'offres pour lequel je suis pas vraiment fait pour répondre et que j'essaye de faire rentrer le truc au chausse-pied, dans le meilleur des cas, on va me prendre quand même, mais comme j'ai pas vraiment les outils pour répondre, je serai pas très bon. Si je suis pas très bon, je me ferai sortir probablement au bout d'un an et surtout je laisserai une référence négative. Nous, on essaye d'avoir le moins possible de cadavres dans les placards. Comme tout le monde, on a un compte ou deux où ça fonctionne pas parce qu'il y a un consultant qui s'entend pas bien avec le patron marketing en face, que ça peut être une affaire de personne, ça peut être un consultant qui s'est mal. Enfin, ça arrive dans toutes les tôles. Ça arrive dans toutes les boîtes. En revanche, on essaye de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Et de fait, on a très peu de cadavres dans les placards. Et donc, on a des clients qui nous recommandent. C'est comme ça que ça marche. Bah bravo, de Raisonnéo, donc 80 personnes en 2018, à l'aube de 2018. Absolument. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre ambition pour, je sais pas, de 5 ans, 10 ans? C'est très vite 100. C'est pas forcément, si je comprends et je lis entre les lignes, une croissance absolue. C'est une croissance pérenne et quali. Il y a un objectif de revente à un moment. Il y a ni objectif de, tu vois, je te disais tout à l'heure, si je me rends compte un jour que quand on arrive tous le matin, on n'a plus envie, alors peut-être on revendra. Jusque là, en ce qui me concerne, moi, je suis ravi d'aller bosser tous les matins. C'est pareil, semble-t-il, pour mes associés. Pourquoi? Eh ben, il y a une des causes qui est, pour moi, un des fondements primordiaux de la boutique. Il y a 13 ans, on se faisait confiance quand on a monté la boutique. 13 ans après, on a déjà été pas d'accord sur tout un tas de sujets, les uns et les autres. On sait qu'on peut avoir une confiance totale les uns dans les autres. Et ça, c'est un truc extrêmement précieux que tu ne retrouves pas sous les sabots des chevaux. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, avec tout le cercle de gens avec lequel on travaille au plus près au quotidien, on a cette confiance-là aussi. Donc quant à ça, c'est un environnement qui est extrêmement stimulant. Deuxièmement, quand tu es dans une boîte qui est en difficulté tous les jours, qui marche pas, où on tire le diable par la queue, il y a un moment où on se fatigue. Nous, aujourd'hui, on fait 15 à 20% de croissance par an. Ça donne très envie de continuer. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et puis, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On est sur un métier où ça change tout le temps. Il y a plein de gens qui ont annoncé depuis 5 ans la fin du référencement. J'ai entendu
une dizaine de fois parler de la mort du référencement et du fait que c'était foutu, etc. Là, Google a annoncé le 1er décembre qu'ils enclenchaient doucement le Mobile First Index et le changement d'index, etc. C'est bien sûr que non, ça va pas être la fin du référencement. Par contre, il ressemblera pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Puis ça va être bien pire quand les requêtes vocales vont se populariser, parce qu'aujourd'hui, une borne Google Home, faut être honnête, ça marche pas très très bien. Ouais. Mais surtout, il y a un truc à garder en tête, c'est que ta requête, elle est vocale. Mais la restitution avec une borne comme ça, elle est vocale aussi. Donc, si tu demandes une pizzeria, tu pourras pas accéder à une liste de 60 en ligne. Il va t'en donner au mieux 2, et puis il va te dire, et 64 autres. Donc, ça va changer complètement la donne, et pour les référencements payants, et pour le référencement naturel. Ce qui veut dire que ceux qui sont très bien référencés dans le top 2, 3 auront une prime gigantesque. Donc, on passe pour reformuler tout ce que tu dis, d'un marketing, en tout cas, sur le web, qui était très desktop, donc ordinateur de bureau, au mobile en ce moment même, à la voix de main. D'où l'importance de la voix et du podcast. Ouais. Mais parce qu'il y a un endroit dont on ne parle pas beaucoup, mais en fait, il y a un endroit où on va faire que de la requête vocale. Tant que la voiture ne sera pas automatique, les voitures connectées, la requête, elle est vocale. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un SMS à faire en voiture, et je le dis pas juste pour me prémunir de la maréchaussée, maintenant, j'appuie sur le bouton et je le dicte en vocal. Ça donne des choses souvent très drôles, avec des fautes d'orthographe, avec tout ce qu'on veut, mais globalement, je vais le dicter en vocal. Oui. Donc, la requête vocale dans la voiture, ça risque d'être la règle pendant un certain temps, parce que la voiture autonome, on en a encore pour 3 ans avant de l'obtenir. Alors que les voitures connectées sont déjà là. Richard, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu suis en ligne? Ou qu'est-ce qui t'inspire même plus largement? Alors pour être très honnête, j'ai pas vraiment de gourou ou de mentor. Je dois reconnaître que j'aime beaucoup ce qu'écrit Laurent Alexandre parce que je trouve ça très disruptif. J'ai eu des échanges avec lui pour le faire venir sur ce podcast. J'y crois. C'est possible. Après, il est très sollicité en ce moment et il est souvent en Belgique, donc il faudra réussir à le choper. Mais j'irai à Bruxelles s'il faut. J'aime beaucoup ce qu'écrivent des gens comme Idriss Aberkan sur l'économie du savoir. J'aime bien les choses qui changent un peu les paradigmes. J'aime bien Piketty. J'aime bien les raisonnements autour de la répartition de la richesse parce que je pense que c'est vital. On parlait tout à l'heure de la démocratie. Le jour où Trump a fait son annonce, il y avait un collectif dans lequel est Piketty qui annonçait un résultat qui était assez intéressant, qu'on trouve dans une newsletter que je vous conseille, qui s'appelle Time to Sign Off. Romain Dessal, que je salue ce soir, voilà, qu'on TTSO, adore. Voilà, TTSO. Que je lis scrupuleusement parce que 1, c'est fastoche à lire, c'est une ligne pour chaque nouvelle, et 2, souvent, c'est frappé au coin du bon sens. Je vais l'inviter aussi, lui, Romain, d'ailleurs. Ouais, je pense que ce serait intéressant, où ils expliquaient qu'en fait, le taux de croissance des États-Unis sur les 35 dernières années avait été 40% supérieur à celui de l'Europe, et que la répartition des inégalités, aux États-Unis, on était passé de 10 à 20% de la richesse détenue dans 1% des mains. En Europe, c'était de 10 à 12. Donc, les inégalités avaient été creusées beaucoup plus violemment aux États-Unis. Taux de croissance supérieur de 40%. La question posée, c'est est-ce que pour obtenir une croissance extrêmement forte, on génère de la pauvreté chez beaucoup plus de gens? Voilà, il donne pas la réponse et moi je vous la donne pas non plus, je la connais pas, mais ça paraît relativement raisonnable. C'est ce qui fait frémir d'autant plus quand on entend un type comme Trump dire que l'accès au net, c'est pareil, ce sera régi par la richesse. Tu nous as donné quelques lectures, tu nous as donné quelques inspirations, quelques personnes qui t'inspirent. C'est quoi tes sas de décompression? Comment tu marches aujourd'hui? Déjà, tu bosses pas tu bosses comme un acharné, mais tu gardes ta vie perso, tu le disais tout à l'heure. Et c'est quoi tes sas? Mes sas de décompression, c'est que je suis musicien à côté. Donc surtout du jazz très moderne, mais je suis musicien de jazz, plutôt saxophoniste, pas que, mais plutôt saxophoniste, et je fais pas mal de sports. D'accord. Plutôt des sports où il y a des balles et des ballons. D'accord. Du volley, du badminton, des trucs ludiques. Personne n'arrivera à me faire courir, ni faire du vélo, ni nager, c'est peine perdue. Dans le badminton, il n'y a ni balle ni ballon, je me permets de... Oui, il y a un volant. Considérons que c'est l'équivalent. D'accord. Tu nous as aussi parlé un peu de tes interactions avec les autres, tes méthodes de management. Tes méthodes de recrutement? Tu as des petits tips?
Les méthodes de recrutement, aujourd'hui, on utilise un peu les chasseurs, mais assez peu. On fait surtout du networking parce que finalement, les référenceurs, ils se connaissent tous. C'est beaucoup moins vrai dans l'acquisition de trafic, mais dans le référencement, c'est très vrai. Et après, en règle générale, on évalue d'abord la pertinence technique des gens. Et après, sauf à ce que j'ai pas le temps, je passe une demi-heure avec. Et globalement, j'ai tendance à éviter d'embaucher quelqu'un avec qui je me sens vraiment pas confortable et que j'inviterai pas à bouffer à la maison. Ça veut pas dire que j'invite tous mes salariés à manger chez moi, hein, mais et pour l'instant, à chaque fois que j'ai eu un vrai blocage et que je l'ai pas écouté, ça s'est mal fini. Donc globalement, voilà, tout ça est assez informel et intuitif. Je pense que au stade où on en est, peut-être qu'on mériterait d'injecter un peu plus de structure dedans. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de recrutement aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver des gens qualifiés. Très difficile. Et que, en fait, ce qu'on constate ces derniers mois, c'est qu'on a quasiment besoin d'être en posture de recrutement en permanence. Je confirme. Voilà. Dans nos métiers, c'est très compliqué. Et pourtant, on a un turnover qui est très inférieur à la moyenne. Mais les outils indispensables à ton travail aujourd'hui, c'est quoi? Au mien perso, oui. J'ai un iPad et un téléphone, c'est tout. Et quelles applis dessus? Quelles applis indispensables? Alors, il y a une appli qui a révolutionné le fonctionnement du comité de direction de Resoneo, donc des associés, c'est Todoist. Todoist. Ouais, qui est un espèce de gestionnaire de tâches, mais il y en a d'autres, hein, des trucs comme Trello par exemple, mais qui a la particularité de permettre d'assigner une tâche à quelqu'un d'autre et d'avoir le retour quand la tâche est faite par l'autre. D'accord. Donc ça évite de se courir après quand on a de moins en moins de temps d'interaction. Ça évite de se courir après pour savoir si le contrat machin a été signé parce que on a l'interaction tout de suite. Et ça a vraiment changé notre vie, très curieusement. Donc toutes ces méthodes Getting Things Done, GTD que tu as croisées. D'accord. D'autres applis, d'autres choses, je sais pas, Evernote, non, pas vraiment. Rien de. Pas vraiment. Rien de foufou comme tu dis. D'accord. Très bien. Et ta journée en 2 mots, elle commence comment? Ma journée, elle commence comment? J'emmène mon gosse à l'école. Avant ça, tu te réveilles, tu te mets sur ton smartphone direct. Ouais, mais je regarde juste mes mails 2 minutes et après, jusqu'à ce que j'ai emmené mon gosse à l'école, éventuellement en ayant regardé des super-héros à la télé avec lui avant d'y aller, il se passe pas grand-chose. Pas de morning ritual spécifique. Non. D'accord. Aucun. Très bien. Bah écoute, je trouve que cet échange est assez passionnant. Où est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui? On t'ajoute sur LinkedIn, Twitter Ouais, LinkedIn surtout. D'accord. Je pense Twitter un petit peu. Ok. Et pas Facebook. Et pas Facebook. D'accord. Très bien. Bah écoute, on mettra les liens. Je mettrai les liens sur les notes de cet épisode. Merci à toi. Je te remercie, Richard. Donc Richard Strull de Resoneo. On retrouve aussi Resoneo sur LinkedIn, sur resoneo.com. Voilà. Et puis partout sur les réseaux sociaux. Je te remercie infiniment pour cette bonne heure et demie presque de partage. Et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.